Bonjour Delors. Bonjour Alex. C'est la petite prière, on dirait. Non. Non, mais ça serait de mise aussi, il n'y a pas de problème. J'ai été surpris. Il n'y a pas de problème. Bah alors, ça va, on peut démarrer? Oui, c'est bon. D'accord. Alors, c'est quoi un contrat de licence exclusive? C'est le sujet, mais déjà la définition. D'accord. Alors, j'aimerais, avec votre permission, pour mieux faire comprendre aux gens de quoi il s'agit, revenir un peu sur des choses que nous avons dites la semaine dernière. Récap, donc. Voilà. En fait, on a dit qu'il se trouve quelqu'un qu'on appelle le producteur d'artistes ou encore appelé producteur phonographique quand on est en face d'un artiste, interprète, chanteur, musicien, etc. Alors, ce monsieur, son rôle, c'est d'investir pour que, premièrement, il y ait un enregistrement en studio et qu'ensuite, cet enregistrement soit commercialisé afin de faire du profit. Ça, c'est la mission du producteur. Mais il se trouve bien souvent que le producteur, une fois qu'il a fini la phase d'enregistrement, il doit maintenant passer à la phase de commercialisation du support. On n'oublie pas que le support lui appartient, l'enregistrement lui appartient, il en est le propriétaire. Et dans cette phase où il doit passer à la commercialisation de l'enregistrement, il est confronté à, premièrement, la production des CD, deuxièmement, la promotion de l'œuvre et troisièmement, la vente en tant que telle à travers la distribution. Il se trouve que le producteur, quand il estime qu'il n'a pas suffisamment de moyens, de ressources en termes de réseau, en termes de technicité, en termes de médias, en termes de management, de marketing et tout ça, quand il estime que ces choses-là lui font défaut et qu'il n'est pas à même de lui-même de donner à l'œuvre l'impact, le rayonnement nécessaire qu'il faut pour qu'il rentabilise au maximum, il fait appel à ce qu'on appelle un éditeur phonographique. Un éditeur phonographique à qui il loue cette compétence, ce droit qui lui appartient de commercialiser. Donc, il lui loue ce droit-là. On dit qu'il lui accorde une licence exclusive pour en réalité mettre en œuvre, j'ai envie de dire, ce droit-là de faire la promotion, le marketing, la distribution et la vente. Donc, c'est une partie des prérogatives du producteur qui est cédée à un éditeur phonographique sur la base de ce qu'on appelle un contrat de licence exclusive. Donc, l'éditeur en question qui signe ce contrat avec le producteur, c'est lui qu'on appelle le licencié. C'est lui qui a la licence dont on est en train de parler ce matin. Tout à fait. La corrélation ayant été faite, on a envie tout de suite de se demander quels sont les principaux signataires d'un contrat de licence exclusive. Très bien. Ça c'est une question très pertinente. Dans la mesure où il faut comprendre que ce n'est pas l'artiste interprète qui signe le contrat de licence. C'est le producteur. Dans le cas où l'artiste est son propre producteur, il n'y a pas de souci. Mais quand l'artiste a un producteur, il revient au producteur de signer le contrat de licence exclusive avec un licencié, en l'espèce un éditeur phonographique. Au niveau de la notion d'éditeur phonographique, je voudrais faire une distinction avec ce qu'on appelle l'éditeur musical, dont nous avions parlé ici au départ, il y a quelques semaines de cela. L'éditeur musical, son interlocuteur, c'est l'auteur de l'œuvre. Quand nous prenons la chanson Guantanamera, par exemple, la toute première personne à avoir écrit les paroles et la toute première personne à avoir composé la musique de cette œuvre, ces deux personnes-là ont signé avec un éditeur musical. Son rôle à lui est de trouver le maximum possible d'artistes pour interpréter la dite chanson, parce que plus elle est interprétée, plus il bénéficie de droits d'auteur. Par contre, l'éditeur phonographique, son rôle, c'est de vendre l'enregistrement. Dupliquer et de vendre. Voilà, c'est ça. Donc, c'est l'enregistrement qu'il vend, le CD. Donc, si la chanson Guantanamera a été interprétée par José en 2021... Vous l'adorez, hein, soit dit. Oui, je l'aime beaucoup. Par José en 2021, l'éditeur phonographique, son rôle sera de vendre le CD de José et non pas l'œuvre Guantanamera en tant que telle qui, elle, est du ressort de l'éditeur musical. Alors, l'éditeur musical est en contrat avec l'auteur quand
L'éditeur phonographique est, lui, en contrat avec le producteur d'une œuvre bien précise. Les rôles étant bien définis, on a les signataires de ce contrat de licence exclusive. Quelles sont les clauses que l'on retrouve sur ce contrat? Alors, les clauses dépendent ou du moins découlent tout naturellement de pourquoi les deux parties s'en vont signer. Le producteur, il a l'enregistrement, il a investi dans l'enregistrement, mais ça ne suffit pas, il faut qu'il rentabilise. Imaginez, pour rester toujours sur José, qu'elle fasse une bonne affaire en Côte d'Ivoire où elle est bien implantée, elle est bien célèbre. Maintenant, ses fans commencent à dire, en fait, tu mérites plus que la Côte d'Ivoire. Il faut que tu t'exportes au niveau de l'Afrique, au niveau du monde entier. Alors, son producteur peut avoir un problème parce qu'il se dit, le réseau de la Côte d'Ivoire, je le maîtrise. Mais si elle doit conquérir l'Afrique, si elle doit, par exemple, conquérir l'Europe, je ne connais personne dans les médias en Europe. Je ne connais personne dans le showbiz en Europe. Je ne connais personne dans les arcanes de distribution. Alors, comment est-ce que je fais? C'est en ce moment-là qu'il fait appel justement à l'éditeur phonographique dont on parle et que les deux signent un contrat de licence dans lequel il est bien spécifié que toi, éditeur phonographique, donc licencié, qui détient la licence pour vendre, ton rôle sera d'opérer le marketing, la promotion, bien souvent même la duplication des supports, bien souvent, ce n'est pas obligé, mais ça arrive, la duplication des supports et la vente. Donc, comme toi, tu es reconnu dans le domaine comme quelqu'un qui a l'expertise, tu as le réseautage dans les médias, tu as le réseautage dans la distribution, tu as beaucoup d'argent pour faire imposer l'image de l'artiste vers les nouvelles cibles, on te fait ce contrat-là. Donc, voici les différentes clauses en termes de responsabilité qui seront fixées pour l'une et l'autre des parties. Bien entendu, il faut rentabiliser tout ça. Alors, quand le licencié vend, après avoir fait une grosse promotion, il doit aussi bénéficier de quelque chose. On définit donc un pourcentage sur les ventes pour chacune des deux parties. Avec l'exemple typique que vous venez de nous donner, à quel moment on se dit que les labels internationaux peuvent intervenir? Parce que, bon, on a un autre cas ici, hein, malheureusement, il nous a quittés avec DJ Arafat, qui était vraiment très bien en vue aussi au niveau international. Ces connexions-là se font comment? Très bien. Alors, l'exemple de DJ Arafat est très intéressant. Intéressant dans la mesure où le contrat qu'il a signé avec cette major universelle, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, il n'y en a que 3 dans le monde, donc ce n'est pas vraiment faire de la publicité. Le truc, c'est que ce contrat est obscur, on ne le connaît pas. On ne sait donc pas si c'est juste un contrat de licence exclusive, c'est-à-dire dans le but d'éditer les CD, les promouvoir et les vendre, qui a été cédé à Universal, ou si c'est un contrat à 360 degrés, c'est-à-dire qui prend tous les paramètres de la carrière de l'artiste. Nous l'ignorons. Par contre, pour revenir à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, José a sa propre maison de production. Donc, elle a l'argent pour entrer en studio, pour payer ses musiciens, son arrangeur, faire tout pour que le master sorte, c'est-à-dire le produit final. Mais quand ça finit et que José veut s'imposer en Afrique, sa maison de production que nous connaissons tous, qui est si influente en Côte d'Ivoire, n'a pas nécessairement les leviers pour imposer l'œuvre en question sur le plan africain. Voilà comment est-ce qu'il apparaît important de s'attacher les services d'une major, par exemple, à qui on va confier la licence exclusive, afin que celle-ci, vu qu'elle a beaucoup plus de réseaux, beaucoup plus de force dans les médias, elle intervient dans le lobbying pour commercialiser, pour arriver à imposer. Figurez-vous qu'elle veuille sortir son album aussi au Brésil. Oui. Elle fait comment? Elle ne va pas aller investir beaucoup d'argent voilà, pour aller au Brésil où elle ne connaît personne, alors que là-bas, elle peut trouver un éditeur phonographique qui a fait un contrat de licence exclusive. Le gars, il est assis là-bas, il maîtrise tous les rouages au Brésil. On signe le contrat et il se charge de tout le reste au Brésil. Voilà comment ça fonctionne. Mais elle demeure toujours propriétaire de son œuvre en tant que productrice de l'œuvre. Et c'est une industrie qui génère beaucoup d'argent, d'où la clé de répartition doit être bien définie pour les différentes entités. Comment on les définit? Mais c'est justement là, malheureusement, que la plupart des artistes ivoiriens qui commencent à contracter avec ces grosses majors-là se laissent en quelque sorte prendre au piège. La major vient et vous donne 100 millions. Vous n'avez jamais vu 100 millions de votre vie.
Vous n'avez jamais espéré que voilà, vous puissiez un jour toucher un tel montant. L'œuf peut valoir plus après. Voilà, mais bien sûr. Et après, on fait des contrats qui vont même au-delà de la licence exclusive, c'est-à-dire qui donnent plus de pouvoir à la major que de promouvoir et de vendre le CD. C'est quel genre de contrat, justement, pour éviter le piège? Des sessions? Oui, mais d'autres font des sessions totales, même, qu'on appelle les contrats à 360 degrés. C'est-à-dire ils prennent tout, même pour discuter d'un cachet sérieux. Alors qu'initialement, dans le contrat dont nous parlons là maintenant, c'est juste pour promouvoir et vendre le CD, point. Mais d'autres vont aller au-delà. Ils vont donner le droit des images pour les diffusions, pour les clips. C'est-à-dire que quand la major va venir, elle va dire, bon, je réalise tous tes clips. Voilà, mais c'est moi qui suis propriétaire de la fixation des images. Vous voyez, ça déjà, on s'en va dans un autre beat qui n'est pas exactement celui qui est concerné par le contrat. La mélodie mais quand pour tout cadence. ça, on te donne 100 millions ou 150 millions, tu te dis, waouh, tu as fait une grosse affaire. Mais après, tu te rends compte ne plus posséder quoi que ce soit sur ta propre création. Et c'est en ce moment-là qu'on est biaisé. Donc, justement, comment prendre les précautions avant ce genre de signature? En fait, tout passe dans un premier temps. Je veux dire, la bonne réplique est de dire il faut bien se faire entourer, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi accorder une priorité à la formation. Les artistes doivent être formés. Et formés par qui? On va y revenir juste après la question qu'on a posée ici à nos téléspectateurs. Bon, généralement, c'est entre l'artiste et le producteur, ou bien l'artiste et puis le manager. Et le contrat, c'est un partenariat gagnant-gagnant. On a constaté que dans notre milieu artistique ici, le contrat de licence, comme on dit, le partenariat, le contrat entre deux partenaires, c'est-à-dire entre l'artiste et puis le manager ou soit le producteur, bon, il se trouve que souvent, c'est le manager qui s'en tire en bon compte. Et c'est ce que le doit plus sur l'artiste même, qui en principe sort perdant dans cette histoire. Quand un artiste doit peut-être aller prester, c'est normal de signer un contrat. Voilà, pour éviter peut-être que l'artiste en question ait autre chose à faire ou qu'il soit absent, un papier qu'il faut signer pour attester que l'artiste est d'accord avec les conditions, voilà, émises pour un spectacle. C'est un contrat qui peut-être le lie à une maison de production, c'est-à-dire être affilié à une maison de production. C'est-à-dire c'est cette maison qui va s'occuper de tout ce qu'il doit faire comme voilà, produit et aussi sa promotion, management, tout et tout. C'est-à-dire une maison qui s'occupe que de lui. L'avantage, c'est peut-être les garanties qu'a l'artiste. Parce que s'il a un contrat avec une maison de production, c'est quelque part une garantie. Voilà, votre avis nous intéresse et notre consultant va rebondir tout de suite sur les réactions qu'on a pu recueillir ici. Oui, comme on a vu certains dire avec beaucoup d'ignorance, ils ne savent pas, ce n'est pas leur faute. Ils disent que c'est un contrat. En fait, dans le contrat de licence exclusive, l'artiste n'intervient nulle part. C'est un contrat uniquement entre le producteur et le licencié, c'est tout. L'artiste n'intervient nulle part. Maintenant, sauf quand l'artiste est son propre producteur, comme j'ai dit, en ce moment, c'est lui. Mais aucun licencié ne signera avec celui qui a interprété l'œuvre. Il signe toujours avec celui qui est producteur de l'œuvre. Parce que l'œuvre appartient au producteur et non pas à l'artiste. Tout à fait. Et avant de partir pour le micro-trottoir, nous en étions sur l'aspect de la formation. Aujourd'hui, pour prendre le cas typique de la Côte d'Ivoire, c'est vrai que généralement, on le dit à chaque intervention qu'on a ici sur ce plateau, il manque de la formation à nos artistes. Peut-être qu'ils ne le font pas exprès, c'est parce qu'ils n'ont pas forcément les canaux de formation. Vous qui êtes très imprégné, qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain? Effectivement, il n'y a pas d'interface et c'est ça qui est malheureux. Ce que je puis vous dire, c'est qu'une émission comme celle que nous faisons en ce moment, quand après on voit les feedbacks sur les réseaux sociaux, moi personnellement, je suis surpris. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a des gens qui étaient dans l'industrie musicale avant que je ne naisse. Il y a des gens qui étaient dans l'industrie musicale quand j'allais à l'école. Mais il y a des choses que je dis ici pour lesquelles ces personnes-là m'appellent pour dire que je ne savais pas ceci ou cela. Merci d'avoir contribué à parfaire ma connaissance. Le gap d'ignorance vient d'où? Mais justement, il n'y a pas d'interface pour enseigner aux gens. C'est pour ça que, non pas dans un esprit d'accusation vis-à-vis du ministère de la Culture, postulat. Je propose que le ministère fasse plus que donner des enveloppes de soutien aux artistes ou payer des salles pour les artistes. Il faut faire plus. Il faut inviter des sachants.
pour parler aux artistes, pour leur parler de leur univers. L'artiste vient avec son talent. Il ne vient pas nécessairement avec la connaissance qui gouverne l'économie de l'industrie. Il faut faire venir des personnes qui savent de quoi il s'agit pour leur parler, pour leur expliquer. Il faut organiser des séminaires, des conférences. Il faut que ce soit répétitif. Il faut que chaque semaine, chaque mois, les artistes puissent se retrouver quelque part pour écouter des personnes qui savent. Mais ces choses-là ne coûtent rien et le ministère peut les financer. Aujourd'hui, nous avons une plateforme au niveau des acteurs culturels en Côte d'Ivoire qui compte des milliers d'acteurs. Mais quand nous finissons cette émission, les gens prennent la vidéo et ils partagent ça dans toutes ces plateformes. Je me rends compte à quel point ça fait du bien. Mais le problème, c'est que le temps que nous avons ne peut pas suffire à éclairer la lanterne de tout ce monde. Il faut de vrais modules de formation bien à sûr, part entière. avec une interface, j'ai envie de dire, institutionnalisée. Il faut que le ministère prenne ce problème à bras le corps pour former, parce qu'une économie mal formée, elle sera toujours agonisante. Alors, pour toujours s'accrocher sur notre sujet, à savoir le contrat de licence exclusive, est-ce qu'il y a des inconvénients? C'est vrai qu'on a parlé des avantages, mais est-ce qu'il y a des inconvénients pour les différents signataires? Non, dans la mesure où, comme je le dis toujours, tout contrat est nécessairement de prime abord un accord. C'est-à-dire que chacune des deux parties définit ce qu'elle attend de l'autre. Et une fois qu'on est d'accord là-dessus, on s'engage. Maintenant, le truc, c'est que dans le contrat de licence, il y a beaucoup plus d'avantages que ce qui ne pourrait apparaître comme inconvénient. Le seul truc, c'est qu'il faut choisir un licencié de qualité. Celui à qui on va accorder la licence exclusive, là, il faut que la personne ou l'entité en question soit une entité de qualité. Parce que si elle ne fait rien, si elle n'a pas de pertinence, vous allez vous partager les maigres revenus. Et toi, en tant que producteur, tu sortiras forcément perdant. Parce que c'est toi qui as investi la mise de départ. Elle ne fait qu'utiliser son réseautage pour positionner ton œuvre. Mais toujours est-il qu'il faut veiller à ce que le licencié qu'on choisit soit très pertinent. C'est vrai que ce qu'on fait ici, à chaque fois lors de cette thématique, apporte des informations pertinentes à bon nombre d'entre nous, de l'univers musical. Mais pour vraiment se recentrer sur notre pays en général, est-ce que l'écosystème donne le choix aux différentes entités de pouvoir opérer un bon choix? Oui, ça se complique de plus en plus. Parce qu'aujourd'hui, la principale source de revenus du producteur, qui restait être le support physique, le CD ou les cassettes, cette source-là est en voie de disparition. Les CD ne se vendent plus, les raisons sont connues. Alors, pourquoi produire un artiste encore de nos jours? Voilà la question qui se pose. C'est pour ça que vous voyez, quand les artistes eux-mêmes chantent, ils disent il n'y a plus de producteurs, il n'y a plus... Mais c'est vrai, parce qu'on va produire, on va entrer en studio, faire sortir un master. Bon, tout cet argent que j'ai mis, je le rentabilise comment? Parce qu'après, derrière la machine, n'existe pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une mutation qui s'opère et les paradigmes changent. Les gens sont en train de passer du physique au numérique. Maintenant, on privilégie la vente sur les streamings, etc., etc. Mais bon, encore que, à quel marché faisons-nous face? Quand on est au Nigeria, où on a plus de 200 millions d'habitants, on peut espérer mettre une chanson en streaming et avoir quelque chose là-dessus. Mais en Côte d'Ivoire, où les internautes tournent autour de 2 millions, 3 millions, franchement, qu'est-ce que l'artiste peut gagner en espérant vivre du streaming? Et par rapport à cette alternative aussi, peut-être qu'il pourrait même apparaître un vide juridique. Il faut ajuster encore les textes. Tout à fait, bien sûr. Il y a tout un accompagnement juridique qui doit venir encadrer voilà, toutes ces choses-là. Mais après, quand l'artiste ne sait rien, comme je dis et j'insiste dessus, il sort toujours perdant. Le chantier, c'est sûr qu'il est vaste, mais il faut commencer déjà par mouiller le ciment. Et puis, c'est clair que les fondations vont porter. Merci infiniment, Monsieur Inabo.